Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire consacré aux enjeux et pratiques linguistiques dans l'éducation biplurilingue, organisé conjointement par le Fil Plurilingue et par l'ADEB. Alors, le Fil Plurilingue, c'est un site internet animé par France Éducation Internationale qui propose des ressources à destination des acteurs des sections bilingues francophones dans le monde. Et l'ADEB, c'est l'Association pour le développement de l'enseignement biplurilingue. Ce webinaire, c'est le deuxième d'une série de 3 webinaires, tous 3 consacrés au plurilinguisme et à l'éducation biplurilingue. Aujourd'hui, dans ce deuxième webinaire, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux enjeux et pratiques linguistiques dans l'éducation biplurilingue. Alors, pour parler de ce sujet passionnant, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants, tous 3 membres de l'ADEB. Alors, tout d'abord, Madame Marissa Cavalli, enseignante chargée de recherche, qui a notamment travaillé à l'Institut régional de recherche éducative pour le Val d'Ost en Italie. Marissa, bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Nous accueillons également Monsieur Pierre Escudé, professeur des universités en didactique des langues à l'Université de Bordeaux et à l'INSPE de l'Académie de Bordeaux. Bonjour et bienvenue. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Madame Stéphanie Vessière, conseillère pédagogique en langue et culture régionale occitan, DS-DEN de Tarn-et-Garonne et formatrice à l'INSPE également. Merci à tous les 3 d'être ici aujourd'hui en direct avec nous. Vous êtes environ une centaine à vous être inscrits à ce webinaire, donc nous sommes ravis de vous accueillir. Nous prévoyons une intervention de nos intervenants donc d'environ 45 minutes qui sera suivie d'une séance de questions. Voilà, et bien donc place à notre sujet. J'en termine maintenant et je cède la parole à nos intervenants. Madame Marissa Cavalli, je vous cède la parole, c'est à vous. Merci, bonjour à tout le monde. Notre séance à 3 voix prévoit 4 temps spécifiques. Le premier que j'animerai, c'est sur les plurilinguismes scolaires. Donc, on a eu une introduction générale dans le premier webinaire sur les questions de plurilinguisme. Là, on entre dans les plurilinguismes de l'école. Pierre Escudé nous illustrera les méthodologies qui sont au service de ces plurilinguismes scolaires et Stéphanie nous introduira dans des pratiques réelles de classe où nous verrons ces méthodologies à l'œuvre. Quatrième temps très important et que nous espérons dans cette question, le débat final avec vous. Alors, les plurilinguismes scolaires, c'est Daniel Coste qui, dans le premier webinaire, avait parlé, non, je préférerais encore. Désolée. Les plurilinguismes scolaires parce que, justement, il n'y a pas qu'un type de plurilinguisme, car le plurilinguisme est lié à des situations plurilingues qui sont très variées selon les contextes, très liées aussi aux caractéristiques sociolinguistiques de ces contextes et aux variations socio-démographiques qui les constituent et qui, de nos temps, sont de plus en plus nombreuses. Pour essayer, tu peux continuer, pour lire et essayer de définir ces plurilinguismes scolaires, je vais personnellement me servir d'un schéma qui a été élaboré au cours d'un projet du Conseil de l'Europe, dont vous voyez l'intitulé, et qui a duré de 2005 à 2015. C'est un projet qui portait essentiellement sur la langue de scolarisation, mais entendu de façon holistique, c'est-à-dire avec tous ces liens et ces rapports et ces ponts vers les autres langues. Il a donné lieu à une plateforme et non pas à un cadre, comme ce fut le cas pour les langues étrangères, et il a donné lieu à la définition du concept d'éducation plurilingue et interculturelle. Tu peux rester là un instant, Stéphanie. J'utiliserai ce schéma, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il représente une tentative de décrire, mais surtout d'articuler ensemble diverses composantes de ce que nous appellerons l'éducation plurilingue et interculturelle, dont les principes inspirent l'action de l'ADEB. Mais sachez aussi que
divers membres de l'ADEB ont participé à ce projet et y ont contribué. Tu peux avancer. Voilà. Pour rappel très rapide, soulignons que la finalité essentielle du Conseil de l'Europe, c'est le respect, la défense des droits de l'homme, de l'état de droit, des valeurs démocratiques et que dans ce cadre, tu peux continuer Stéphanie, dans ce cadre, l'enseignement, la promotion de l'enseignement des langues n'a pas des fonctions instrumentales comme dans d'autres institutions, mais plutôt vraiment les langues sont un moyen pour une meilleure compréhension et coopération entre peuples et individus. Autour des valeurs de la paix, de la tolérance. Pensez au moment où le Conseil de l'Europe a été institué, c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce besoin de paix et de tolérance entre des pays qui sortaient d'une guerre mondiale, hein, on sait ce que c'est, et donc on comprenait combien c'était lié à des valeurs. Autre élément, on a dit éducation plurilingue et interculturelle, mais quelqu'un avait posé une question lors de l'ancien webinaire, quelle est la différence entre multilinguisme et plurilinguisme? C'est une convention qui a été adoptée par le Conseil de l'Europe suite justement aux avis des experts. Le multilinguisme renvoie plutôt à des situations plurilingues contextuelles, des territoires, des contextes, donc, et le plurilinguisme est par contre le fait des répertoires plurilingues des individus. Donc, territoire, domaine, pays, et de l'autre côté, individu. Voilà. Alors, notre plateforme, c'était également la porte d'entrée de la plateforme pour toutes les ressources du Conseil de l'Europe qui étaient mises à la disposition par les pays membres pour les autres pays membres. Vous voyez, finalité, mais également point focal vraiment de toute la réflexion, l'apprenant et les langues que l'apprenant apporte à l'école, centrale la langue de scolarisation et les autres langues enseignées à l'école. Nous allons maintenant reprendre chacune des cases pour voir de quoi il s'agit et quelles sont les problématiques qu'on soulève. Alors, tout d'abord, prochaine diapo, voilà, jusqu'à 2022, non, première, s'il te plaît, précédente, jusqu'à 2022, ces concepts d'articulation des langues étaient présents, d'autres encore. Bon, cette recommandation est un document juridique qui articule toutes ces langues-là. Vous voyez, il y a les langues culture que les apprenants apportent avec eux, langue des signes, des minorités, des migrants, la langue de scolarisation, les langues culturelles régionales et minoritaires, les langues étrangères vivantes et classiques. Question qui a été posée auparavant, les langues classiques ou les langues mortes, comme la personne questionnait, font-elles partie de l'éducation plurilingue? Bien sûr. Et Pierre Escudé, dans la prochaine phase, va vous montrer comment les langues classiques vont être utilisées. Je ferai comme ça. Stéphanie. Voilà. Alors, on peut passer maintenant à la diapo suivante et on commence par les langues des répertoires des apprenants. On a dit la position apicale parce que c'est justement l'apprenant qui est la finalité de l'éducation plurilingue et interculturelle. Alors, de quoi il s'agit? Les apprenants arrivent avec des langues qu'ils parlent à la maison. Ça peut être les langues régionales, les langues minoritaires, des dialectes, des variétés non standards de la langue de scolarisation, des langues de la migration et leurs variétés. Et c'est quelque chose que l'école doit prendre en compte. Comment les prendre en compte? Il y a différentes façons d'agir. D'abord, connaître ces langues, savoir quelles langues sont parlées par les élèves. Les connaître, c'est déjà en quelque sorte les reconnaître.
mais aussi les accueillir, surtout ne pas les stigmatiser, rendre les élèves fiers de ce patrimoine en leur faisant comprendre que c'est un atout pour eux. S'en servir comme point de départ pour la langue, pour l'apprentissage de la langue commune, la langue de scolarisation. Mais attention, les utiliser aussi dans tous les apprentissages, car l'atout que peut constituer le répertoire initial des élèves est un souci que tous les professeurs, dans toutes les disciplines, doivent avoir. Donc, c'est un problème de l'école globalement. Faire en sorte que cet atout d'un individu dans la classe devienne un atout aussi pour la réflexion et la comparaison pour toute la classe. Et enfin, l'école doit aussi aider, au lieu de décourager les parents de parler les langues familiales, les encourager à donner cette ressource à leurs enfants dans toute sa variété et étendue. Stéphanie, tu peux avancer. Là, c'est une première pluralité. Vous voyez, c'est le plurilinguisme des répertoires. Là, j'irai très, très vite. C'est dommage parce que c'est quelque chose que je vous invite à aller voir. C'est un document de Cummings de 2017 où il analyse la source de certains désavantages potentiels de certains publics. Il voit 3, disons, catégories d'apprenants. Les allophones, ceux qui ne parlent pas la langue, les enfants qui proviennent de classes au statut socio-économique faible et les enfants qui vivent dans des communautés à statut marginalisé. Je vous fais l'exemple des élèves roms qui cachent la langue qu'ils parlent. Ils disent parler le roumain et c'est en réalité le romani qu'ils parlent. Alors attention, parfois, certains élèves somment toutes ces situations qui sont source potentielle de désavantages. Si l'école travaille de façon adéquate, les langues des élèves sont des atouts et pas des handicaps. Ce qui est importantissime dans cette diapo, c'est la deuxième ligne où Cummings, partant de la description des difficultés de chacun de ces publics, essaie de trouver toutes les réponses pédagogiques qui peuvent aider chacun de ces élèves à sortir de la difficulté dans laquelle l'école peut le placer s'il ne prend pas en compte son répertoire et s'il ne prend pas en compte ses difficultés spécifiques. Vous aurez ça dans la bibliographie finale. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Alors, là, par contre, on commence à affronter la langue de scolarisation. Vous voyez que la langue de scolarisation, tu peux avancer, se trouve dans une situation centrale, mais parce qu'elle est centrale dans l'éducation plurilingue de l'enfant. Tu peux continuer, Stéphanie. Et nous prendrons maintenant comme exemple la langue de scolarisation comme discipline. Alors, quel est le devoir de l'école et de ceux qui enseignent la langue comme discipline? Tu peux continuer, Stéphanie. C'est étendre, enrichir, diversifier les répertoires initiaux des élèves. Et donc, c'est tout le travail de l'enseignant de langue habituelle, compréhension et production orale et écrite, de nouveaux genres de discours en général, et surtout de tout ce qui sont les écrits liés aux emplois esthétiques et poétiques de la langue. L'acquisition aussi dans cette langue de nouveaux registres, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et l'apprentissage de leur emploi contextualisé. Mettre en place une réflexion métalinguistique, conceptualisation métalinguistique, qui sera utile aussi pour les autres langues, mais pour les autres disciplines aussi. Et fournir ainsi une toute première base pour les dimensions langagères des autres disciplines. Mais attention, il y a une autre dimension de la langue de scolarisation, c'est une autre pluralité, c'est le fait que
cette langue n'est pas uniforme. C'est une langue qui est plurielle à elle toute seule. Elle est variable dans le temps, dans l'espace, dans la société à travers les classes sociales, selon le canal utilisé, oral ou écrit, selon le registre que l'on entend et que l'on réussit à utiliser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut enseigner. Donc, vous voyez un autre ordre de pluralité et de plurilinguisme. Avançons, Stéphanie. Alors, maintenant, l'autre dimension, langue de scolarisation, tu peux cliquer, l'autre dimension, c'est langue des autres matières, c'est-à-dire quand la langue est utilisée pour l'enseignement des autres disciplines. Tu peux cliquer. Alors, la langue disciplinaire, la compétence disciplinaire, comprend une grande partie de spécificités qui sont typiquement disciplinaires, les concepts, les méthodes, les techniques. Mais elle comprend aussi une partie considérable de langue. Et donc quoi? La compréhension des genres de discours qui caractérisent chacune d'entre elles, l'apprentissage de la langue académique et de tous ces procédés, c'est cette partie de la langue scolaire qui sert pour structurer et construire les savoirs disciplinaires, nominalisation, abstraction, routine, tournure rhétorique, mais aussi les constituants linguistiques minimes, les articulateurs logiques, chronologiques, argumentatifs, le système de référence, etc. Sachez que, tu peux cliquer, Stéphanie, il y a une recommandation aussi pour les États membres sur l'importance des compétences en langue de scolarisation pour l'équité et la qualité en éducation et la réussite scolaire. Très rapidement, l'avant-dernière diapo. Alors, nous avons aussi là, d'autres langues dans l'éducation plurilingue, les langues régionales minoritaires et de la migration, et ce sont des apprentissages institutionnels de certaines langues de répertoire des élèves, migration, langue régionale et minoritaire, pas tous évidemment. De l'autre côté, nous avons les langues étrangères, vivantes et classiques, tu cliques, et ce sont l'ouverture de nouveaux horizons qui se prospectent pour les élèves, puisque on va vers d'autres cultures, on s'ouvre à des ailleurs. Si, dans le cas où ces langues sont également langues des autres matières, oui, Stéphanie, c'est très bien, tu continues, on arrive à avoir des enseignements bilingues à l'école, d'où ce test du pluriel des langues de scolarisation. Dernière diapo, j'ai passé mon temps, vous permettez que je fasse très rapidement ce survol. Alors, tout simplement, pour résumer, ce qui compte dans ce schéma, c'est la mise en relation, en réseau, en contact, en parallèle de toutes les diverses langues accueillies, présentes et utilisées dans l'école. Ce n'est pas une révolution politique des petits pas, prendre en compte l'existant, viser surtout une meilleure éducation langagère et culturelle, absolument pas penser pour une élite privilégiée. Le Conseil de l'Europe a en tête véritablement le droit des élèves à une éducation de qualité. Ce n'est pas une nouvelle méthodologie et ça ne remplace absolument pas les didactiques singulières des langues. Elle les inclut et elle les intègre dans une réflexion globale. C'est une rééducation langagère globale et transversale à toutes les langues, à tous les domaines disciplinaires, ici orientée par les valeurs qui sont défendues par le Conseil de l'Europe et que l'ADEB assume. C'est un projet éducatif global qui garantit une éducation de qualité à tout élève et ce qu'elle propose, c'est vraiment un gros souci, la formation de l'élève en tant qu'individu et citoyen, l'apprentissage, la préparation à l'apprentissage tout au long de la vie et le développement de la compétence plurilingue interculturelle en prenant comme point de départ le répertoire langagier, discursif et culturel de l'élève. Et maintenant, à Pierre de passer à voir concrètement quelle méthodologie utiliser pour faire tout cela. Merci. Alors, en fait, je propose d'abord une anecdote, un petit peu longue peut-être, mais que l'on va pouvoir lire. Lors d'un repas, ma fille, Anouk, élève de CM2, m'a posé une question de mathématiques. Elle a compris mes explications. Bon, l'anecdote, en fait, pourrait s'arrêter ici parce que, cette fille de CM2 pose à son papa, qui est professeur de mathématiques à l'université, une question et elle comprend. Phase 2,
À la fin de l'explication, le papa professeur, non, c'est pas, tu vas un peu vite, Stéphanie, le papa professeur, finalement, dit une phrase, tu vois, je viens de te démontrer la propriété, et alors la jeune élève répond, alors, je ne comprends plus rien. Alors ici, est-ce que cette phrase donnée par le papa professeur est utile? Utile pour Anouk? Ben, sûrement pas, puisque Anouk avait compris avant cette phrase. Est-ce que pour autant le papa pouvait faire l'économie de cette phrase? Le papa peut-être, mais pas le professeur. Que le professeur dit cette phrase était normal, parce qu'on rentre ici dans un lexique disciplinaire mathématique, où les mots de démontrer, de propriété ont un sens mathématique précis, et il faut que l'élève comprenne ce sens pour pouvoir rentrer dans l'abstraction mathématique. Cette phrase, en fait, permet de comprendre que toute illustration mathématique se comprend par la propriété démontrée. Alors, on passe toujours sur le même diapo, à la troisième phase dans l'anecdote. La jeune élève, Anouk, fait quelque chose que souvent on n'arrive pas à entendre en classe, c'est qu'elle dit alors qu'elle ne comprend rien. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le professeur prend du temps et intrigué par ce brusque revirement, elle comprenait, elle ne comprend plus, il va tâcher de comprendre la cause de ce brusque revirement, c'est-à-dire la cause en fait de cette incompréhension alors qu'elle avait compris. Alors, première phase dans cette démarche, la jeune fille explique ce qui lui semblait clair et puis voilà, ça marche plus. Alors là, le papa ne comprend pas parce que c'est pas assez explicité. Seconde phase, regardez les mots, hein, elle m'expliqua. Autrement dit, le professeur a réussi à faire expliciter par l'élève elle-même ce qui était son propre blocage. Et là, que voit-on? Que ce n'est pas un problème de contenu, un problème de mathématiques, c'est bien un problème de langue. Regardez, démontrer était, selon elle, donc selon l'hypothèse, selon la grammaire implicite de sens que la jeune fille Anouk, je rappelle, une fille de professeur d'université, c'est pas avait construit, pour elle, démontrer était le contraire de montrer, comme dévisser le contraire de visser. Conclusion, le papa professeur n'aurait jamais pensé que l'introduction de ce mot, démontrer, si évident pour lui, enseignant de mathématiques, pourrait avoir de tels effets. Alors, qu'est-ce qu'a appris Anouk? Anouk a appris deux choses. La prochaine diapo nous visualisera ces deux choses. Anouk a appris deux choses. Non, mais la première des choses, c'est qu'il y a variété en fait dans la langue. Et que le mot démontrer peut avoir finalement deux sens, le sens personnel pour la fille et puis le sens global, normatif pour le papa professeur. Et puis, le mot peut aussi avoir un emploi non scolaire, propriété, et puis un emploi scolaire, la propriété mathématique. Et puis, je pense que ce qu'a appris Anouk aussi, c'est qu'elle n'arrivera pas au contenu, ce petit schéma, vous voyez, noir et jaune, là, essaie de le symboliser, on n'arrivera pas au centre de cette espèce de forme curieuse, une espèce de ballon de rugby, on n'arrivera pas au centre en fait de cette forme, dans la zone cognitive, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut s'approprier, et ce qui est enseigné par le professeur par ailleurs, si on est exclu ou étranger, ou si on n'arrive pas à s'approprier la zone formelle, la zone du comment c'est dit. Mais le professeur aussi, le papa professeur a appris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a appris ce papa professeur? Stéphanie va bientôt nous le montrer. Ce qu'il a appris, c'est que le professeur doit être sans cesse vigilant, et cela est peut-être le premier des gestes professionnels en classe bilingue évidemment, mais sans doute aussi en toute classe, en classe monolingue également. Mais en classe bilingue, bien évidemment, le papa professeur doit absolument, le professeur tout court doit être absolument vigilant et prendre en compte toute formulation de ses élèves. Et puis, il a enfin compris ce que nous verrons en bibliographie, par un texte assez synthétique de Laurent Gaillot, c'est que l'explicitation de l'énoncé désopacifie ce contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, que si l'on ne comprend pas la forme d'un énoncé, la forme, la phonologie d'un énoncé, ou si on n'arrive pas à lire, à faire de la littératie sur un texte écrit, à comprendre et produire du sens par rapport à un texte écrit ou un texte oral, alors le contenu sera totalement opaque. Alors, ceci étant dit, nous rentrons désormais et avec tout plurilinguisme dans la zone cognitive. Autrement dit, si
un énoncé, une langue, une variété de langues ne parvient pas à faire rentrer les apprenants dans cette fameuse zone cognitive qui est, on le rappelle, hein, l'objectif premier du professeur. Il est là pour transmettre un savoir et le faire et l'enseigner. Si on n'arrive pas à rentrer dans cette zone par une porte, bien, l'intérêt du biplurilinguisme, qui peut être en plusieurs langues, variété à l'intérieur d'une langue, et bien évidemment diversité des langues, notamment quand on travaille dans le cadre de l'AEFE, de la MNF, enseigner le français à l'extérieur de la France, mais aussi quand on est dans des classes bilingues, mais aussi dans d'autres classes, et des classes finalement qui peuvent être toutes bilingues, puisqu'il y a une biographie langagière souvent bien plus riche que celle que l'on peut considérer dans toute classe, et bien toute porte finalement est intéressante et importante à prendre en compte pour rentrer dans la fameuse zone cognitive. Comment peut-on s'y prendre? Alors c'est là qu'on va parler des approches plurielles. Ces approches plurielles sont finalement le nom que l'on a donné à cette didactique du plurilinguisme qui permet de gérer le langage. Alors, elles vont s'opposer aux approches singulières. Elles ne s'opposent pas, mais elles sont complémentaires des approches que l'on appelle singulières, c'est-à-dire une approche qui ne prend qu'une seule langue donnée pour entrer dans les contenus. Elles permettent de faire des liaisons, contrairement à parfois à des étanchéités disciplinaires ou à des tubularités d'apprentissage, alors que ces liaisons d'approche plurielle permettent une approche holistique, plus globale de ce que peuvent les élèves par rapport à ce qu'ils doivent savoir dans les enseignements. Et ne l'oublions pas, elles demandent bien souvent, encore aujourd'hui, malgré les efforts et les évolutions de bon nombre de nos systèmes éducatifs, je pense notamment au système français, mais aussi grâce aux aiguillons que porte le Conseil de l'Europe, Marisa en a parlé, il y a souvent un travail sur les représentations politiques et sociales, sur l'anxiété des acteurs, quels qu'ils soient. Acteurs apprenants, bien évidemment, acteurs praticiens, nous pensons à nous-mêmes, professeurs ou formateurs, mais parfois aussi acteurs décideurs, qui parfois n'osent pas ou ne savent pas comment s'y prendre pour faire fonctionner cette didactique du plurilinguisme. Alors, un dernier coup d'œil sur les approches plurielles. Elles sont au nombre de 4, dit-on, on en verra 3 en particulier. Ces approches, en fait, permettent d'articuler, de mettre en synergie l'ensemble de ces langues dans leur diversité et leur variété. Et on va commencer par la plus connue d'entre elles, qui s'appelle l'éveil aux langues. Alors, on sera très succinct sur cette première approche. C'est la diapo suivante, Stéphanie. Très succinct parce qu'en fait, cette approche, non seulement a été déjà incorporée dans les textes officiels du ministère de l'Éducation nationale depuis quelques années, mais finalement, cette approche d'éveil aux langues permet juste de rappeler qu'il y a de la diversité langagière, de par la biographie langagière des élèves, et que cette diversité existe au sein de la classe. Il y a du multilinguisme dans la classe, il y a du plurilinguisme dans les individus qui composent la classe. La seconde approche plurielle, c'est celle de la didactique intégrée des langues. Alors, ici, restons sur la diapo précédente. Cette didactique intégrée des langues, nous voyons donc sur la diapo, voilà, cette diapo un petit peu en diagonale pour permettre de l'agrandir et de la garder entière. C'est une page que l'on trouve dans un ouvrage de Eddy Roulet, un didacticien suisse en 1980, qui montre par cette page que on est ici donc dans un programme scolaire de collège en Suisse romande. Le français est langue de scolarisation, l'allemand est une langue la première langue dite étrangère, enfin elle n'est pas étrangère en Suisse, puisque vous savez que la Suisse est multilingue. Et on observe que de septembre à juin, dans le programme grammatical de ces deux langues, eh bien, il y a des éléments qui finalement sont relativement concordants. Or, dans le programme tubulaire de ces deux langues, eh bien, ces éléments ne viennent pas au même moment. Est-ce que c'est grave? Pas forcément, parce que peut-être que dans une langue, on a intérêt à rentrer dans une pratique grammaticale avant une autre langue. Mais ce qui est important de voir, c'est que sans pour autant que cela soit systématique, la didactique intégrée des langues permet soit d'anticiper, soit de reprendre du, entre guillemets, déjà vu dans une autre langue, et finalement aller vers ce qu'on appellera une économie cognitive. Alors non pas une économie au sens de gratter des sous, mais une économie cognitive au sens en fait de gérer tout un ensemble systémique de savoir de manière beaucoup plus holistique ou de beaucoup plus efficace. Rappelez-vous, on a vu cela quand on a fait de l'espagnol ou de l'allemand, et attention, cela en français ça fonctionne, mais observons qu'en anglais ou en espagnol ça ne fonctionne pas pareil, ou alors au contraire ça fonctionne de la même manière. Troisième approche, ou plutôt quatrième approche, puisqu'on ne verra pas celle de l'interculturalité, c'est l'intercompréhension. Alors ici, il y a 2 diapos sur l'intercompréhension. La première montre une intercompréhension qui fonctionne en contrastivité. Regardez dans cette diapo. On a mis au centre du document que vous avez sous les yeux
un dessin. Ce dessin, on pourrait l'appeler presque un référent. Le référent, c'est-à-dire quelque chose qui soit est vraiment là, soit quelque chose qui représente quelque chose que l'on veut montrer. Ce dessin est a priori immédiat. C'est peut-être que vous l'avez reconnu, mais le professeur le dira explicitement, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et autour, en étoile, comme une fleur de langue, nous avons 7 langues, dont le latin, dont parlait Marisa tout à l'heure. Et ces 7 langues, en fait, vous le remarquez peut-être, ou peut-être le voyez-vous, c'est vrai que c'est petit, mais aucune n'est le français. Or, le français, c'est la langue de scolarisation de ce professeur qui va travailler en intercompréhension. Ici, que va-t-il faire? Il va tâcher de faire travailler ses élèves sur la contrastivité, comment ce plurilinguisme qui permet est à travailler et permet de concevoir qu'il y a dans toutes ces langues différentes, entre la langue matricielle, le latin, et puis les langues romanes, il y a des éléments communs, convergents, et finalement, rentrer dans une langue ou dans une autre langue n'est pas si compliqué que cela si on arrive à conscientiser les éléments communs, lexicaux, morphologiques ou syntaxiques. Un autre travail sur l'intercompréhension, c'est l'intercompréhension et l'alternance codique. Et ici, on n'est plus dans le plurilinguisme à travailler, mais plutôt sur un plurilinguisme pour travailler. Observez le document, il semble être le même que le document précédent. Ce n'est pas le même. On a enlevé le document référent. On a ici strictement un document qu'on peut appeler à fonction textuelle. Donc, il n'y a rien d'immédiatement compréhensible. Il n'y a pas de photos, de schémas, de dessins. Il n'y a que du texte. Or, dans ces textes, il y a ici 6 textes différents, mais il n'y a pas le français. Quelle est l'activité que va demander le professeur à ses élèves? Cela va être de produire à l'écrit le texte français à partir des textes des autres langues, latin et puis autres langues romanes que vous voyez autour de ce texte. Donc voici, trop rapidement, sans aucun doute, 2 illustrations de ce que peut être cette intercompréhension, mais surtout pour montrer comment ces approches plurielles peuvent être tout autant des approches où la langue sera objet et où la langue sera, c'est ici le cas, des sujets de travail. Bon, mais écoutez, je crois qu'on va s'approcher de la fin de ma petite intervention par une prochaine diapo. Je ne connais pas par cœur, donc c'est un peu compliqué. Oui, par évidemment la dernière grande méthodologie qui consiste en fait à travailler ce biplurilinguisme, c'est ce qu'on appelle le bilinguisme. Alors, en France, soit ce bilinguisme paritaire, enseignement bilingue français, langue de France, avec les langues de France comme le basque, le breton, le corse, le catalan, le créole et d'autres langues en fait de la République, mais aussi dans les sections européennes, mais aussi dans les sections internationales, et bien évidemment, vous le savez, auprès de l'AEFE, de la MLF ou d'autres organismes nationaux qui prendront le français comme une langue entrant dans la construction d'un biplurilinguisme. Ici, et j'en ai fini avec ces 3 points, 3 fonctions à la langue. Alors, il n'y a pas que ces 3 fonctions, la fonction identitaire de la langue est infiniment importante elle aussi, mais 3 fonctions par rapport à ce que permet la langue. D'abord, une fonction communicative. La fonction communicative, c'est lorsque j'ai un support hybride, comme un album, ou comme tout à l'heure, ma diapositive avec le petit schéma de la grenouille souhaitant se faire aussi grosse que le bœuf, et puis les textes. La fonction communicative sera, immédiatement je vois qu'il y a un bœuf, immédiatement je vois qu'il y a une grenouille, et les textes diront, en différentes langues, comme par exemple en français, pour quelqu'un qui apprendrait le français, bœuf et grenouille. La fonction communicative, c'est finalement faire ce lien qu'il y a entre un référent, quelque chose qui est là, que je peux manipuler, et puis ce qui va permettre de verbaliser ce que je peux manipuler. La fonction communicative fonctionne dans un contexte intentionnel et contextuel très précis. La fonction cognitive, on la connaît aussi. Vous savez que dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture mis en place par le ministère de l'Éducation nationale depuis 2015, dans ce socle, le premier pilier s'appelle les langages pour penser et communiquer. En fait, on dirait plutôt communiquer et penser. Si on ne parle pas, si on ne communique pas, on n'aura pas le matériau permettant d'aller vers la cognition, vers la pensée. La fonction cognitive, c'est lorsque je donne un énoncé, une consigne strictement en langue, l'énoncé verbal que je donne, en dehors de tout référent, m'aidant à comprendre ce que signifie cet énoncé verbal, je ne suis plus en fonction communicative, l'énoncé verbal que je donne produit aussitôt un signifié, comme le dirait le linguiste Ferdinand de Saussure, une notion, un concept. Je vise directement la notion que je souhaite enseigner ou que je souhaite faire apprendre à mes apprenants. Et puis, on oublie trop souvent, c'est la fonction textuelle. La fonction textuelle, c'est un texte donné ou un texte oralisé, un conte que je vais lire à mes enfants de maternelle, à mes élèves de primaire, à mes élèves de collège ou de lycée, qui apprennent une langue dans le contexte du bilinguisme. Cette fonction textuelle, c'est en fait l'immersion, non pas la submersion, mais l'immersion dans une langue. Et cette immersion n'est en rien contextuelle.
cette immersion ne vise pas un savoir, cette immersion met l'élève dans une capacité à rentrer dans une langue plus riche, peut-être plus authentique que la stricte langue scolaire, en tout cas plus approfondie, avec différents temps d'emploi. On emploie par exemple rarement le passé simple dans le cadre scolaire lorsqu'on enseigne en français ou le français. Donc cette fonction textuelle importante permet à ne pas rentrer dans ce que certains didacticiens appellent le semi-linguisme, c'est-à-dire la capacité à comprendre la langue de scolarité, la capacité à comprendre grosso modo vers quoi cette langue de scolarité peut viser, mais l'incapacité à produire de manière autonome un discours riche et approfondi et plus complexe pour être autonome dans les apprentissages scolaires comme dans les apprentissages sociaux. Merci, j'en ai fini, puis place à Stéphanie, en parfaite autonomie. Ça y est, pardon, excusez-moi, on est parti. Donc, moi, je vais vous proposer quelques illustrations de tout ce qui vient d'être évoqué. La plupart des documents que je vais vous présenter sont donc des affiches ou des traces écrites collectées en classe dans une école où on est en train d'expérimenter un projet d'enseignement biplurilingue, donc un enseignement bilingue français, langue régionale, donc en l'occurrence l'occitan, et puis un enseignement de l'anglais, de l'espagnol, de l'arabe dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère, et puis ce qu'on appelle des séances plurilingues, donc au service des apprentissages. Donc, dans cette première diapositive où on voit qu'on est en classe de maternelle, en grande section, et on travaille déjà une entrée dans l'écrit en deux langues. Donc, dans cette classe de grande section, on a mis en place la maison des sons. Et donc, si on se focalise plus particulièrement sur cette deuxième maison, on voit qu'on rentre dans la maison du son « ou ». Et dans cette maison qui est séparée ensuite en deux, on va pouvoir observer comment ce son « ou » se graphie en occitan et en français. Donc, dans la classe, les élèves ont des étiquettes qu'ils vont choisir et puis ils vont chercher à nommer les objets qui sont représentés sur ces étiquettes et ils vont ensuite choisir de le placer dans la maison français ou dans la partie de la maison en occitan. Donc, ils vont par exemple choisir l'étiquette où on voit une pomme et donc s'ils choisissent de le prononcer poum, donc en occitan, ils vont le placer à gauche dans la maison occitan. Et puis, s'ils choisissent la poule, qui se dit donc la galine en occitan, on va le placer dans la partie droite de la maison. Et puis, on va bien sûr observer que ce son « ou » que l'on retrouve dans les deux mots, il va avoir une graphie différente, puisque cette graphie, elle est sous la forme de la lettre O, on va dire ça comme ça pour simplifier en occitan, et une graphie OU en français. Et puis, on va avoir des étiquettes particulières comme celle du loup, parce que loup ou loupe en occitan, nous entendons le son OU dans les deux langues, donc un son identique dans les deux langues qui fait que l'animal mot et son identique, et donc l'animal va être positionné à cheval sur les deux cases français et occitan, puisque j'entends bien ou dans les deux langues, mais en revanche, je vais avoir une graphie OU en français, une graphie O en occitan, et donc on va poser les deux graphies sur l'étiquette de façon à se rendre compte donc qu'un même son peut avoir deux graphies différentes selon la langue dans laquelle on va l'exprimer. Et puis, dans la troisième maison, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un travail sur des sons qui existent dans une langue, mais qui n'existent pas dans l'autre. Donc, en l'occurrence, on voit bien que le son « e » en langue occitane n'existe pas. Il n'y a pas d'étiquette dans la partie jaune, la partie oc de la maison. Et d'ailleurs, la partie bleue, la partie qui représente le français est bien plus importante et le drapeau occitan est ensuite rayé. Donc, on voit que ce jeu, il est mis en place aussi, alors on ne le voit pas, mais je vous le dis, à partir de tous les matériaux que l'on va rencontrer dans la vie quotidienne de la classe, dans les projets, dans les disciplines, etc. Et puis, on va
on sait très bien qu'à partir du moment où les élèves sont en contact avec deux langues, ils vont faire des remarques spontanées. À partir du moment où on écrit en occitan dans la classe, ils vont comparer avec ce qui se passe en français et finalement l'enseignant va se saisir de cela. Il va organiser, provoquer ensuite ces remarques et donc au profit de la découverte du principe alphabétique, on prépare donc comme ça dans les deux langues l'apprentissage de la lecture, l'approche des deux codes et finalement on va commencer déjà quelque part à travailler à leur séparation. Ce travail, il se poursuit dans la classe de CP, donc vous voyez que là, on a un cahier qui porte les traces du travail qui a été fait en lecture. Donc, dans un premier cadre, on peut voir dans ce cahier le travail qui a été fait en français. Donc, à partir du graphème A, on a le son A en français. Et l'enseignant d'occitan va venir adosser son travail à ce qui a été fait. C'est-à-dire que lui, il va travailler sur ces graphèmes pour produire le son A, mais il va vite amener les élèves à constater que ce son A, finalement, en fonction de la place du A dans le mot, on va avoir une graphie différente. Et donc, pour que le A reste un A, on le rencontrera quand le A est placé à l'intérieur du mot. Mais si ce A vient se positionner en fin de mot, il aura une graphie avec un accent grave sur la lettre A pour toujours maintenir et garder ce son A. Et puis, il va y avoir une deuxième phase de travail pour côté occitan, c'est que cette graphie A, eh bien, lorsqu'on va la retrouver en fin de mot, mais sans accent, elle va avoir une réalisation phonique sous la forme d'un O. Et donc, tout ceci va être travaillé dans la classe côté occitan en parallèle de ce qui va se faire en langue française sur l'apprentissage de la lecture. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'occitan est adossé au travail qui est fait au français. Quand on met en place l'apprentissage de la lecture en occitan, on va avoir, dans un premier temps, on va observer ce qui fonctionne comme en français, donc cette graphie et sa réalisation phonique qui sont identiques, mais en parallèle, on va devoir commencer à travailler finalement ce qui fonctionne de façon différente, avec ce A qui devient accentué pour garder la phonie A et qui va se mettre en place à la fin du mot. Et puis, on va finalement travailler ce qui n'existe pas en français, donc cette graphie A, qui se transforme en O à la fin de mot. Donc évidemment, tout ceci, ça nécessite un travail d'équipe, une réflexion sur les langues, une réflexion sur les progressions, et puis des choix méthodologiques et des supports partagés. Quand on est dans la classe de CP, on va aussi amorcer un autre type de travail où on va commencer à collecter des éléments qui sont à remarquer. Alors ici, par exemple, en occitan, on a toute une série de mots qui se terminent par « ous ». Et on va se rendre compte rapidement que ces mêmes mots en français se terminent tous par le son E. Et donc, on s'achemine par ce travail-là vers une élaboration de passerelles entre les deux langues, et c'est ce qui va être poursuivi et de façon plus précise peut-être au cycle 2 et au cycle 3. Donc, on voit ici qu'on a une trace écrite qui vient après tout un travail d'observation et d'analyse des deux langues. Sur le participe passé et son accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je suis allé, en français, hors contexte, aller, masculin, féminin, on ne sait pas, il n'y a pas de signe particulier qui nous indique comment on doit graphier le aller. Alors qu'en occitan, souy anat ou souy anad, le genre est complètement sonore et donc il va pouvoir être une aide peut-être pour la graphie en français. Et on voit de la même façon que sem anados et sem anats va pouvoir peut-être nous aider à solutionner le nous sommes allés et le nous sommes allés, puisque là, pas de différence à l'oral, mais finalement, cette différence, elle est marquée dans la langue occitane. Donc, on voit que finalement, l'observation des deux langues va nous amener finalement à élaborer des règles explicites de passage d'une langue à l'autre et que finalement, l'oral occitan, il va pouvoir peut-être à un moment donné être une aide pour l'écrit français. En tout cas, alors certes, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais finalement, pour les élèves quand même, ça peut constituer un outil supplémentaire, une autre approche, une autre entrée pour résoudre certaines difficultés. Et de toute façon, on voit bien que ce travail, il permet de bien conscientiser, de bien voir comment les langues fonctionnent et de façon différente. Si je me projette maintenant dans cette classe de CE2, on voit qu'il y a eu un travail en parallèle sur les deux langues. Donc, on a travaillé en français sur la place de l'adjectif et puis
On a mis les deux langues, l'occitan et le français, en regard. Donc, deux phrases identiques, les jeunes renards, lustrainas jubes. Qu'est-ce qu'on constate? Mais certainement que dans cette classe, on a constaté qu'il y avait les mêmes catégories de mots, des déterminants, des noms, des adjectifs. On a certainement remarqué que le pluriel, à l'écrit, se marquait de la même façon, avec un S ajouté partout. Mais certainement que l'enseignante aura fait remarquer que ce pluriel, il est sonore en occitan, ce qui n'est pas le cas en français. Et pour terminer, eh bien, on aura certainement remarqué aussi qu'il y a une différence syntaxique, puisque l'adjectif est plutôt placé avant en français, alors qu'on va plutôt le trouver après le nom, avant le nom en français, après le nom en occitan. Je suis perdue, j'entends beaucoup de bruit. Du coup, l'adjectif plutôt placé après le nom en occitan. Et donc là encore, ce travail permet de prendre conscience des similitudes, des différences et en tout cas est au service d'une meilleure compréhension des deux langues. Et puis, on va voir quelque chose d'un petit peu différent où finalement la comparaison des langues, elle va ouvrir sur un travail d'élaboration de concepts. Donc là, on va voir qu'on peut aller plus loin. Lors du premier webinaire, quelqu'un a posé la question de l'éveil aux langues et disait « Je constate qu'il y a de l'éveil aux langues dans les classes, mais finalement, c'est quelque chose de ponctuel avec un usage à court terme. Comment faire pour que ces séances s'installent sur le long terme et en lien avec les programmes ?» Donc, je pense que ce que je vais présenter là maintenant peut peut-être partiellement répondre à cette question. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette diapositive? On est en classe de CE1 et sur la diapositive de gauche, on voit entourer un certain nombre de phrases. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a proposé aux élèves des phrases dans des langues différentes. Donc, leur premier travail a été de grouper ces phrases, les phrases exprimées dans une même langue. Ensuite, ils ont observé, ils ont comparé. Et donc, ils ont repéré ce qui, dans chaque groupe de langues, finalement, présentait une variation. Ils ont repéré l'élément qui variait. Et puis, on en arrive à construire, finalement, il y a des phrases qui servent à dire oui et il y a des phrases qui servent à dire non. Et que ce qui marque cette différence, c'est ce petit élément que l'on a repéré et qui varie entre chaque phrase de la même langue. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on voit sur la trace écrite à droite de la diapositive qu'on vient de construire le concept de phrase affirmative et de phrase négative et la façon de marquer la négation dans ces différentes langues. Alors, vous voyez que, bien sûr, c'est adossé à une méthode de grammaire, puisqu'on retrouve des petits personnages qu'on retrouve habituellement dans nos leçons de français, le petit oui, le petit non. On voit qu'on a les doubles lunettes de la négation qu'on retrouve voilà, dans certaines propositions. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce travail, pour qu'il ne soit pas juste quelque chose de ponctuel, en fait, on a proposé aux enseignants de cette école d'intégrer ces séances plurilingues, ces séances d'éveil aux langues dans les progressions du programme de français au cycle 2 et au cycle 3. Ça veut dire que tout ce travail, il est prévu, anticipé dans les progressions de classe des enseignants. Donc, ils savent que pour un certain nombre de points de leur programme qui ont été identifiés, ils peuvent le traiter avec des ressources plurilingues et ils ont les références des ressources qu'ils peuvent utiliser pour traiter l'élaboration de ces concepts à partir de ressources plurilingues. Et en fait, quand on a mis en place ce travail-là, c'est ce qui nous a semblé pouvoir garantir une régularité du travail, une régularité dans l'année scolaire, mais une régularité aussi au niveau des cycles. Enfin, on va peut-être regarder aussi sur les langues qui sont utilisées dans ce travail, parce qu'on voit qu'il y a des langues qui sont inconnues pour les élèves de cette école, c'est le créole. Bien sûr, on a la référence avec le français. Dans la trace écrite, on voit aussi qu'on s'est appuyé sur les langues de scolarisation, puisqu'il y a l'occitan et le français, mais on a aussi pris appui sur des langues enseignées dans l'école, comme l'anglais. Mais on a aussi pris appui sur des langues qui sont enseignées, comme l'espagnol, mais qui est aussi une langue de migration pour certains enfants de l'école.
Et dans un deuxième temps, on voit aussi qu'on a pu intégrer les langues des familles, parce que quand on regarde le document à gauche, on voit que les familles ont été sollicitées pour traduire les phrases support en arabe. Et donc, les enfants ont pu ensuite, dans la classe, comparer et faire le même travail qu'avec les autres langues qu'ils avaient utilisées. Ils ont comparé ces deux phrases en arabe, ils ont repéré aussi ce qui pouvait varier. Et finalement, ils ont fait le lien avec tout ce qu'ils ont déjà élaboré dans une première phase de travail. Voilà. Donc, une autre des questions qui a été posée lors du précédent webinaire était donc est-ce qu'on peut développer la compétence plurilingue dans le contexte où l'arabe est langue maternelle. Donc, ce que j'évoque ici, ce n'est peut-être pas exactement ce cas-là, mais on voit bien que dans le cadre de ce travail de comparaison de langue et au service de la conceptualisation de concepts disciplinaires ou quand la langue devient objet d'étude, on voit bien que les langues des familles ont tout à fait leur place dans ce travail et qu'on peut compter sur les parents aussi pour mettre en place tout ça. Donc, si on poursuit, on voit qu'on peut élaborer aussi d'autres concepts comme le genre, les notions de type de phrase avec cette même démarche. La question qui a été posée aussi, c'était est-ce qu'on peut faire ça avec des adultes ? Moi, j'aurais envie de dire que si ça fonctionne avec des enfants, pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec des adultes? Ceci dit, il faut quand même réfléchir à pourquoi on fait ça. Est-ce que ce plurilinguisme, si on pense qu'il est utile dans le sens de facilitateur, oui, bien sûr qu'il faut faire ça, mais ça implique évidemment de connaître les langues en présence, de savoir ce qu'on peut aller chercher dans la comparaison de ces langues, qui peut être un bénéfice, un avantage, un atout. Donc là, on peut faire appel aux fiches langues que l'on trouve dans le site Langue et Grammaire en Île-de-France, qui peuvent être une aide pour préparer ce type de séance. Mais par ailleurs, pour des adultes, on a aussi à se poser la question de quel est leur besoin. Quand ils sont en train d'apprendre une langue, quel est le besoin, l'urgence? Est-ce qu'on est à apprendre cette langue pour trouver un travail, voilà, en fonction du temps dont on dispose et de l'urgence que l'on a à apprendre cette langue, il faut évaluer les avantages et les inconvénients que peut procurer ce genre de travail. Donc, pour nous acheminer vers la fin, on voit que ceci fonctionne aussi avec des langues étrangères enseignées à l'école. Là, c'est le cas de l'anglais, mais c'est pas aussi simple que ça. En fait, dans cette école, ça part vraiment d'un ensemble. Ce travail de comparaison, il part d'un ensemble de langues. C'est ce qu'évoquait Pierre Escudé tout à l'heure. Hein. Un bilinguisme scolaire. Mais nous, on a le français et l'occitan qui sont qui apparaissent sur cette affiche. Mais on a aussi la place de l'intercompréhension. Ça se voit moins ici. Alors, on a l'espagnol qui peut être considéré comme une langue avec laquelle il va y avoir de l'intercompréhension, mais aussi une langue enseignée dans cette école. Mais j'ai vu dans cette école donc du travail mis en place avec des textes en italien, en occitan, en français et en espagnol. Donc l'intercompréhension est utilisée. Et puis donc une ouverture plus générale sur l'éveil aux langues. Et donc ces trois axes sont vraiment développés dans ce projet. Et puis, donc, on voit que là, vraiment, on a à la fois des langues de scolarisation, une langue régionale, une langue qui est enseignée, une langue qui est une langue de migration, des langues étrangères aussi. Donc, on voit vraiment que dans ce projet, dans cette école, il illustre vraiment une démarche qui va du bilinguisme au plurilinguisme. Pour conclure, je vous présente rapidement cette dernière diapositive où on voit qu'on va au-delà de ça et que dans cette école, ces comparaisons de langues sont au service aussi des apprentissages disciplinaires. On voit une séance de mathématiques en occitan et en français. On voit une séance de numération en CE1 où on s'est appuyé sur la numération en breton, en anglais, en occitan, en espagnol et en français pour travailler sur la conceptualisation. Mais je ne développe pas ce point puisque ce sera l'objet de notre troisième webinaire. Donc, on vous propose une petite bibliographie que vous retrouverez au moment de la présentation de la vidéo qui viendra après. Et je vous propose de nous retrouver pour quelques minutes et pour le chat. Voilà, pardon. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à tous les trois pour ces superbes interventions très intéressantes. Alors, moi, je m'excuse, j'ai été obligée de vous quitter. Mon ordinateur a planté et donc j'ai vite couru dans un autre bureau chercher un autre ordinateur. Ce sont les joies du direct. Mais voilà, je suis là, de retour parmi vous. Alors, nous avons encore quelques minutes pour éventuellement quelques questions. Alors, quelqu'un nous demande, qu'en est-il de l'évaluation dans un contexte plurilingue? Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur cette question-là, par exemple? Je ne sais pas qui peut peut-être proposer
Stéphanie, si vous Alors, avez oui, enfin, je peux donner quelques éléments parce que, alors, en termes d'évaluation, tout ce qui est de l'ordre des disciplines et de l'enseignement du français est évalué de façon assez classique. Et alors, comme on est dans le cadre d'un projet expérimental, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une évaluation de l'anglais et de l'espagnol avec des protocoles départementaux d'évaluation de fin de cycle, finalement. Enfin, pas de fin de cycle puisque la 6e fait partie de ce cycle-là. Mais donc, on a des évaluations précises au niveau de l'anglais et de l'espagnol pour mesurer les progrès, le niveau des élèves. Et puis, on a des évaluations aussi pour la langue occitane. Donc, on a ce double regard. Et on est en train aussi de créer en fait une évaluation particulière pour mesurer finalement ce qui n'apparaît pas dans les types d'évaluation que je viens de créer, d'évoquer, excusez-moi. On est en train de créer un outil pour essayer d'évaluer toutes les compétences développées par les élèves dans ce projet, c'est-à-dire ses capacités à savoir comparer, tout ce qui concerne leur connaissance culturelle sur d'autres langues, tout ce qui concerne leur capacité à traiter en intercompréhension. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration, mais qui... Voilà, on a cette volonté d'avoir un outil qui nous permet d'évaluer la compétence plurilingue des élèves sous différents aspects, dans ces différents aspects. Oui, bon, si je peux ajouter quelque chose, sur le schéma, sur les composantes de l'éducation plurilingue et interculturelle que Marisa a montré et longuement glosé, vous vous rappelez peut-être qu'au bas de ce schéma, il y a un petit cartouche jaune qui s'appelle curricula et évaluation. Alors, curricula, ça signifie en fait que ces recommandations pour une éducation pluriculturelle sont bonnes sur toute la durée en fait du cursus suivi par l'élève. Et évaluation, je pense que l'évaluation n'est pas encore rentrée dans nos systèmes qui restent très nationaux et très axés sur une unique langue de scolarisation et parfois sur des réalisations tubulaires en fait, sur une absence en fait de synergie holistique entre les différentes langues, ne serait-ce que les langues qui sont en apprentissage ou qui sont proposées à l'enseignement dans des systèmes scolaires donnés. Et de fait, l'évaluation reste là aussi axée sur des compétences sur une seule langue, voire parfois sur une seule activité en une seule langue. Autrement dit, dans les systèmes scolaires bilingues qui existent, par exemple dans l'éducation nationale, on s'aperçoit que les protocoles d'évaluation évaluent ce qui n'est pas fait dans le système bilingue et n'arrivent pas à évaluer ce qui est fait, notamment sur les éléments de synergie, de prédictibilité, des compétences qui sont transférables, des compétences de curiosité, d'intérêt. Bon. Alors, on a pu faire sur certains tests d'évaluation à la fin, par exemple, du programme Romagna, le programme d'intercompréhension, on a pu s'apercevoir que les élèves qui avaient bénéficié de quelques heures de formation à ce programme d'intercompréhension intégré, c'est-à-dire on apprenait des contenus disciplinaires en intégrant non seulement la langue de scolarisation, mais aussi des langues du même système roman que le système de langue romane identique à la langue française. On a pu observer que à certaines questions posées, des élèves qui avaient bénéficié de cet enseignement-là répondaient à des questions même en se trompant, tandis que les élèves qui n'étaient pas, eux, habitués à travailler sur plusieurs langues, n'arrivaient même pas à répondre. Ils séchaient. Et on s'aperçoit en fait du même résultat quand on regarde Pearls, ce programme international de recherche sur la littératie scolaire, qui tous les 5 ans apparaît depuis 2001. Alors le résultat de Pearls 2021, très curieusement, on n'a pas encore l'analyse de ces résultats, mais pour le dernier Pearls 2016, on s'aperçoit que les petits Français de CM1, qui sont 22e sur 24 pays de l'Union européenne, dans la littératie, donc dans la capacité à comprendre et produire du sens sur un texte écrit, bien souvent sont beaucoup plus, en termes de volume, en termes de pourcentage, sont beaucoup plus importants que les autres pays qui réussissent mieux, en incapacité à ne serait-ce qu'à répondre, qu'à rentrer en activité avant même de pouvoir réussir l'activité. Donc une sorte de blocage par rapport à quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire qui est différent de l'unique langue de scolarisation, bien souvent vecteur d'enseignement, sans même la diversité de ce qu'est cette propre langue de scolarisation. Oui, Marisa ? Vous Oui. m'entendez ?
Très, vous très entend. rapidement, je voulais dire que normalement, l'évaluation classique porte toujours sur ce qui est le plus visible du grand iceberg, c'est-à-dire dessiné par Cummings, c'est-à-dire les compétences, les performances linguistiques. Alors que dans ces enseignements, dans ces types d'enseignements, comme l'a dit Pierre, il y a d'autres choses qui se passent. C'est quand même un développement des capacités de réflexion sur les langues, ne pas avoir peur de la complexité d'un contexte nouveau. Et je voudrais dire aussi tout ce qui est la critique interculturelle en termes justement de, comment dire, ouverture vers les autres. Il paraît qu'un des grands résultats de l'immersion canadienne est justement le fait que les enfants bilingues sont plus ouverts à l'altérité, plus ouverts à la diversité. Donc, c'est des acquis qui sont très importants, mais qui souvent ne sont pas terriblement pris en compte. C'est quoi ce son qu'on entend terrible qui nous dérange? C'est la récréation. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, je crois. Non. C'est la récréation. Mais c'est vrai qu'en termes de compétences, bien souvent, ce sont, tu l'as raison, Marisa, les évaluations vont évaluer des connaissances et pas forcément des compétences qui, là aussi, peuvent être source en fait d'activité pour mieux s'approprier des connaissances, notamment la compétence d'ouverture, de ne pas avoir peur, d'essayer, de formuler des hypothèses, de revenir sur quelque chose, etc. Oui, alors c'est vrai que c'est sans doute assez compliqué parce que ça demande de revoir les critères habituels, les échelles d'évaluation auxquelles on est habitué en tant que professeur de langue notamment. Et je pense qu'il y a une grande difficulté. Alors j'imagine qu'il y a des recherches sur ce sujet, des gens qui travaillent là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir des modèles, des exemples, des idées par rapport à ces échelles, des échelles d'évaluation ou des échelles de critères qui pourraient être partagées qu'on appelle la discipline de la docimologie, qui est une discipline qui a été parfois laissée de côté, parfois au contraire mise au pinacle, et bien souvent l'évaluation peut mener à une évaluationnite. Autrement dit, on ne va donner de valeur qu'à ce qui va rentrer dans le petit fil de ce qui va être évalué. Malgré tout, on observe qu'il y a, et notamment grâce peut-être au niveau seuil, aux descripteurs les plus fins des niveaux seuil, quand on arrive à travailler avec ces descripteurs, et notamment avec les descripteurs aussi du CARAP. Peut-être que c'est important aussi de le rappeler, mais qui sont peut-être moins connus, et peut-être tellement complexes dans leur granularité que parfois on a du mal à savoir comment les employer, mais on a en fait beaucoup de descripteurs qui permettrait en tout cas à des professeurs ou à des équipes de professeurs de mieux arriver à affiner ce que sont les compétences, je voyais dans le fil du chat, des compétences notamment de production écrite pour des élèves plurilingues. En revanche, les acteurs et décideurs, notamment de systèmes lourds comme le système d'éducation nationale, qui est un système global tellement intégratif, tellement lourd, auront peut-être plus de mal à donner des critères d'évaluation fins pour des contextes tellement différents et qui parfois peuvent changer d'une classe à l'autre ou d'une biographie langagière de classe à l'autre. Je peux tout simplement ajouter que c'est la Suisse qui a travaillé de façon assez systématique sur cela. Je pense à Cecilia Serra et à Jean-Marc Lucher qui ont élaboré un petit protocole d'épreuves qui ferait alterner aux élèves les langues et qui permettrait quand même de mettre en relief ces compétences d'aisance que les élèves ont dans le passage d'une langue à l'autre. Oui, certes, il y a beaucoup à faire. Disons que même le volume complémentaire prévoit maintenant des listes de descripteurs concernant les compétences plurilingues. Voilà. Donc, disons que il y a même une publication au niveau du Conseil de l'Europe de quelqu'un de Fribourg, de l'Institut du bilinguisme de Fribourg, qui montre quand même la complexité encore d'une évaluation selon les critères justement docimologiques, scientifiques rigoureux de la compétence plurilingue. Moi, je trouve qu'il faut aller chercher ailleurs que sur la seule compétence langagière. Les acquis sont ailleurs et c'est là qu'il faudrait creuser, vraiment.
C'est très intéressant et c'est intéressant de penser en dehors justement des critères d'acquisition purement langagière, hein, c'est ce que vous dites. Et je pense que pour les profs de langue, c'est compliqué de sortir justement de ce cadre et d'aller chercher d'autres descripteurs. Donc c'est vrai qu'on pourrait d'ailleurs, voilà, si nous poursuivons nos échanges avec les intervenants, proposer peut-être des sources d'informations. Vous avez cité le CARAP et puis également ce que vous venez de dire, Marisa, ce sera sans doute assez intéressant pour que voilà, chacun puisse déjà commencer à constituer un peu des modalités, enfin, qu'il pourrait tester dans sa classe, puisque c'est encore pas très généralisé au niveau, enfin pas du tout d'ailleurs au niveau institutionnel. Voilà, mais je crois que nous arrivons à la fin, puisque nous avons déjà dépassé 7 minutes oui, ça a passé très vite. Donc, je vous propose qu'on s'en tienne là. Alors, pour nos auditeurs, merci évidemment d'avoir été avec nous. Nous continuons le dialogue avec l'ADEB et avec le fil plurilingue et avec vous, bien entendu. Donc, vous avez dans le chat les adresses de nos sites respectifs et les adresses de contact également pour poursuivre ces discussions ou générer d'autres questions à nos intervenants. Nous avons également un webinaire à venir le 21 juin, donc qui sera la clôture de notre série de 3. Et puis, nous essaierons de réfléchir à des moyens de continuer ce dialogue avec vous sous d'autres formats, puisque nous rencontrons un certain succès grâce à nos intervenants, bien sûr, grâce à vous également. Donc, on verra ce qu'on peut proposer par la suite pour continuer les échanges avec vous. Voilà, merci beaucoup à nos intervenants. Merci Marisa, merci Pierre, merci Stéphanie pour votre participation active et enthousiaste. Voilà, ce webinaire est donc terminé. Vous aurez un replay en bon français, donc une vidéo qui sera transmise avec un lien et que vous retrouverez sur nos sites respectifs, donc l'ADEB et le fil plurilingue. Voilà, je vous donne rendez-vous donc le 21 juin à 13h30 pour le 3e webinaire de notre série qui sera consacré aux enjeux et pratiques disciplinaires en contexte biplurilingue. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous, chers auditeurs. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.